Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode pour Climate Reporters. Aujourd'hui, on est ici avec deux collègues. On est ici avec Oscar Gagoui de la Convention de la société civile ivoirienne et on est aussi ici avec Thiemre Tré Sylvestre de la plateforme du Burkina Faso SPANG. On va aujourd'hui discuter du projet Benkadi et sur la manière dont le leadership se développe dans les pays du Sud et dont la dynamique du pouvoir s'y modifie, surtout quand on parle de justice climatique. Bonjour Sylvestre et bienvenue. Est-ce que vous pouvez commencer en expliquant un peu les SPANG et votre travail? Merci beaucoup. Alors, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, c'est une jeune plateforme de 50 années seulement. C'est une plateforme qui est née le 30 octobre 1974. Nous avons commémoré cette année les 50 ans du SPANG et qui est née dans un contexte assez particulier en 1974 où le continent africain était doublement frappé par une grave crise de sécheresse et aussi une crise alimentaire et humanitaire. Et coïncidence, 50 années plus tard, nous sommes encore dans une double crise, cette fois-ci sécuritaire, mais aussi humanitaire, qui rappelle que l'actualité des sujets sur lesquels le SPANG s'est bâti il y a 50 années. Merci Sylvestre. Et si on parle du Benkadi, c'est un projet international avec beaucoup de plateformes de l'organisation de la société civile impliquées. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs et les méthodes, l'approche de ces programmes Benkadi? Merci. Alors, le programme Benkadi, c'est en langue bambara qui signifie travailler ensemble dans la même direction. Alors, c'est un programme qui est consécutif à un appel à projet du gouvernement néerlandais dans le cadre de leur partenariat mondial avec la société civile. Le programme s'appelle Power of Voices, donc environ 800 millions d'euros que le gouvernement néerlandais a mis dans le monde entier pour construire des partenariats avec la société civile. Et la particularité de Benkadi, c'est que ce sont des organisations du Sud, 4 plateformes du Sud, notamment le SPANG au Burkina Faso, secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, la PACIB, la convention de la société civile ivoirienne en Côte d'Ivoire et le secrétariat donc des organisations des ONG et au niveau donc du Mali. Ce sont ces 4 plateformes qui se sont mises ensemble et ont réfléchi à une idée de projet en partenariat avec une ONG néerlandaise qui s'appelle Word and Dad, Parole et Action. Et nous avons monté en 2020 une réponse pour participer donc à cet appel à candidature et nous avons été retenus. Et je dois dire qu'on a un modèle assez particulier parce qu'on est sur les 40 partenariats au monde, on est le seul partenariat où le programme est dirigé par le Sud. C'est-à-dire qu'on a mobilisé les fonds ensemble. Mais moi, je suis par exemple le directeur régional de ce programme pour les 4 pays. C'est le secrétariat permanent des ONG qui préside le conseil d'administration et toutes les entités du Sud et du Nord, il y a un pays du Nord plus 4 pays du Sud, ont égale voix au niveau du conseil, du comité de pilotage pour prendre ensemble les décisions. Et nous développons ce qu'on appelle le leadership du Sud, c'est-à-dire vraiment laisser les acteurs du Sud porter, réfléchir par eux-mêmes, monter par eux-mêmes et diriger par eux-mêmes un programme. Donc, c'est un axe d'apprentissage que nous avons au niveau de ce programme. Mais le programme en lui-même, c'est vraiment travailler sur l'efficacité des politiques publiques environnementales. Nous sommes partis du constat que quand on regarde un peu les pays africains, une des grandes problématiques à laquelle nous faisons face, c'est la question environnementale, particulièrement la question du changement climatique, qui affecte les femmes, parce qu'en milieu rural, il est difficile d'accéder aux ressources énergétiques telles que l'accès au bois de chauffe et même les questions d'accès à l'eau, ça pose énormément de problèmes. Les personnes vivant avec un handicap sont d'autant plus affectées. Les jeunes aussi, du fait donc de la dégradation des terres, sont obligés de migrer en Europe, alors que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On a tout à gagner en Afrique au lieu d'aller en Europe pour aller se clochardiser parfois en Europe. Donc, mais
Le problème est que les gouvernants n'investissent pas dans l'environnement. Ils prennent des engagements pour faire contenter les partenaires du Nord, mais quand vous regardez les allocations budgétaires, il n'y a pas de ressources qui est affectée. Et la plupart des politiques qui sont prises n'associent pas véritablement les populations à la base, à telle enseigne que ces populations ne se sentent pas concernées dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc, nous avons décidé d'inverser la tendance et Benkadi, c'est une réponse à ce défi-là pour que plus jamais on ne fasse les choses pour les populations sans elles dans le domaine environnemental et les changements climatiques de façon particulière et que les gouvernements ne prennent pas leurs engagements à la légère, mais quand on va à Paris et qu'on signe l'accord de Paris, si on dit qu'on va faire des contributions nationales au niveau déterminé, il faut que les populations sachent qu'est-ce qui a été fait et demandent des comptes au gouvernement. Donc, nous avons bâti ce programme sur 4 axes principaux stratégiques. Nous travaillons sur la recherche des évidences. Nous avons, en première année, fait 34 études de base qui nous ont permis d'avoir les situations de référence dans les pays pour comprendre est-ce que les jeunes sont suffisamment impliqués, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, quelles sont les politiques existantes, est-ce que les politiques sont satisfaisantes. On a fait toute cette situation de référence et ça nous a permis de tirer les enseignements qui nous ont permis de bâtir et d'affiner notre théorie de changement. Et la semaine dernière, quand nous faisons le bilan de la 4e année de mise en œuvre, c'est plus de 13 000 personnes qui ont été capacitées sur les questions de changement climatique, les questions de leadership féminin, genre et inclusion, les questions donc de gestion durable des terres dans les 4 pays où le programme est mis en œuvre. On a pu aussi renforcer les capacités des jeunes, les femmes à pouvoir être partie prenante dans les espaces de prise de décision. Donc, parce que c'est un des axes sur lesquels nous travaillons, comment améliorer la prise de décision participative. Donc, vous avez aujourd'hui des personnes albinos qui étaient affectées par le changement climatique, qui ne savaient même pas qu'elles pouvaient se défendre, qui aujourd'hui font du plaidoyer et arrivent à ce que le gouvernement prenne des textes pour leur donner la gratuité, par exemple, des soins liés donc à l'insolation dont elles sont victimes. Au Burkina Faso, par exemple, la semaine dernière, grâce à l'action de ce programme, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi interdisant l'importation, la production, l'utilisation des emballages plastiques qui tue pratiquement un tiers du cheptel en Afrique. Et le défi aujourd'hui, c'est comment nous allons pouvoir contribuer à ce que la mise en œuvre soit vraiment effective et efficace sur le terrain. C'est la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire, où ils travaillent sur l'érosion côtière, donc, et à la protection des forêts. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de café que vous buvez en Europe, c'est des forêts qui sont dévastées en Afrique pour pouvoir produire intensivement du café pour les Européens. Et vous buvez ça au froid, mais vous n'avez pas idée du scandale écologique que ça fait en Afrique. Donc, nous avons travaillé en Côte d'Ivoire à faire réviser le code forestier et nous avons mobilisé les préfets au niveau local pour qu'ils intègrent les communautés dans les prises de décision afin qu'on puisse protéger les forêts et aussi lutter contre l'érosion côtière où il y a des populations entières qui risquent de disparaître parce que la montée des eaux va les emporter définitivement. C'est la même chose au Bénin et au Mali, où ils travaillent également. Le Bénin travaille sur l'approche basée sur les écosystèmes. Ils essaient de faire entrer cette approche dans les municipalités et dans 10 communes, ils ont accompagné les communes à intégrer cela dans leur politique communale. Le défi actuellement, c'est comment arriver à mobiliser des fonds pour permettre aux communes de les implémenter. Et le Mali travaille sur 24 communes et sur les 24 communes, aujourd'hui, 17 communes ont pu déjà intégrer les changements climatiques dans leur planification. Et il reste que 7 à clôturer avant la dernière année du programme. Et déjà sur les questions de l'adaptation, de la gestion durable des terres, de la lutte contre la coupe abusive du bois, où autour de Bamako, les gens coupent le bois pour faire du charbon et ravitailler la ville. Nous sommes en train de travailler sur des alternatives pour que ces gens abandonnent les mauvaises pratiques. Le Burkina travaille parallèlement aussi à la question de l'orpaillage. Vous savez que le Burkina est un pays minier. Il y a plus de 10 mines qui travaillent, mais il y a plusieurs sites artisanaux où les gens utilisent le cyanure, le mercure pour traiter l'or
et cela a des impacts sur des malformations fœtales, sur la santé des populations, et nous travaillons à leur offrir des alternatives pour ne plus utiliser ces produits qui sont prohibés et qui font même partie des accords tels que le mercure, l'accord de Minamata, le Burkina l'a signé, l'a ratifié. Donc, normalement, on ne devrait pas autoriser ce type de produits-là, leur utilisation, parce que quand les femmes rentrent en contact avec ça, ça a des conséquences dramatiques pour la société. Donc, le programme Benkadi, c'est un programme d'influence des politiques. C'est vraiment un programme soft. On ne travaille pas sur la délivrance des services, mais on travaille sur des changements systémiques. On est maintenant ici avec Oscar Gagui, aussi impliqué dans les programmes Benkadi, mais cette fois-ci avec la Convention de la société civile ivoirienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces programmes s'installent-ils dans votre approche, dans votre mission en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Depuis sa création, comme je l'ai dit, la Convention de la société civile ivoirienne s'est donnée pour mission d'influencer le processus politique. Et depuis plusieurs années maintenant, la question de l'environnement est un sujet qui est transversal et qui touche toutes les couches sociales, qui touche toutes les thématiques aujourd'hui. Dès lors, la Convention de la société civile ivoirienne a décidé de s'engager dans cette thématique et depuis le début, on a mis en place la commission environnement et changement climatique. Donc, c'est une commission qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui travaille, avec les moyens qu'elle a, le peu de moyens qu'elle a, qui s'est engagée vraiment avec les OSC, qui travaille sur cette question-là, à adresser la question du changement climatique dans notre pays. Donc, y compris au niveau des commissions de la CSCI, mais aussi au niveau de ces tests, on a pris en compte la question de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, en 2015, lors de la COP 21, je crois que c'est ça à Paris, nous nous sommes donné les moyens de participer à cette COP qui a permis d'avoir aussi cette grande conclusion, faire en sorte que le niveau de réchauffement de la Terre puisse être maintenu, n'est-ce pas, à 1,5% ou de ne pas dépasser les 2 degrés. Voilà, donc on a participé à cette COP et ça a été pour nous, c'est depuis lors que nous avons redoublé d'ardeur pour nous faire entendre. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens et avec l'appui de nos partenaires sous-régionaux, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, on a pu développer un projet qui a été accepté par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, c'est le projet Benkadi. Et il y a beaucoup de sujets, vous le savez, qui prennent en compte les questions du changement climatique. On ne peut pas tout couvrir. Et donc, au niveau de chaque pays, on a décidé d'identifier les aspects les plus critiques et voir comment est-ce qu'on peut adresser la question. Mais nous avons mis l'accent sur les politiques publiques, puisque notre rôle, c'est d'influencer les politiques publiques, puisque les dirigeants, les pouvoirs en place dirigent les communautés, dirigent le pays à travers des décisions, à travers des politiques. Donc, on s'est dit que si on joue sur les politiques, ça peut aussi permettre de faire passer le message et aider le gouvernement à diriger en prenant en compte les besoins, les attentes, les aspirations des communautés. Parce qu'il faut le dire, comme je l'ai dit, notre mission, c'est d'influencer les politiques publiques en faveur des communautés. Donc, il se trouve que dans nos pays, et en Côte d'Ivoire en particulier, nous avons identifié 2 défis. C'est l'avancée de la mer. Vous savez que nous sommes un pays côtier. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, régulièrement, tous les ans, on perd notre trait de côte. Donc, la mer avance régulièrement dans notre pays, environ de 1 à 3 mètres au minimum. Mais ces dernières années, ces derniers mois, on a constaté que par endroits, il y a eu des pertes de terre jusqu'à 20 mètres, 30 mètres. Et généralement, pendant les saisons de pluie, et c'est très grave. Et donc, les bâtiments, les maisons et les villages qui sont autour du littoral commencent à perdre de leur culture, de leur valeur culturelle, et ça pose un problème sérieux. Donc, on a décidé à travers le projet Benkadi de faire en sorte que les politiques publiques qui vont être prises pour gérer le littoral, la plage et tout ça, puissent tenir compte des besoins aussi des communautés. Et l'autre phase, l'autre volet, c'est la forêt. Vous savez que la forêt constitue un outil important de séquestration des gaz à effet de serre. Donc, il était important pour nous de préserver les forêts. Notre pays, au début de l'indépendance, dans les années 60, on avait environ 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, où nous parlons, nous avons moins de 2 millions d'hectares de forêt. Vous voyez le gap, donc on a assez perdu. Heureusement pour nous, les gouvernements successifs qui se sont succédés à la tête du pays jusqu'à aujourd'hui ont mis en place des parcs nationaux. Et justement, ces parcs nationaux ont commencé à être infiltrés par les agriculteurs pour développer le café et le cacao. Vous savez que nos pays sont beaucoup agricoles.
Et on vit vraiment de la culture de la terre. Donc, comment faire pour que les populations n'aillent pas dans ces parcs-là les détruire? Puisqu'il nous reste aujourd'hui les parcs qui nous permettent d'avoir un bon climat, qui nous permettent d'avoir la pluie quand il faut. Donc, on a décidé de travailler à préserver les parcs. À préserver les parcs en tenant compte des besoins des communautés qui vivent autour des parcs, parce que c'est cela. On ne peut pas préserver la nature et puis laisser l'homme mourir. Ça n'a pas de sens. Il faut trouver un lien entre les deux. Et vous voyez, quand on rencontre nos communautés et quand on va les voir dans les forêts, on était là-bas, comme je l'ai dit, il y a 2 semaines, ils nous ont dit, mais vous venez pour protéger les animaux, vous venez pour protéger les forêts, mais et nous-mêmes, qui sommes les maîtres des lieux, vous ne nous protégez pas. Figurez-vous qu'il y a des villages qui sont entre une forêt classée et une réserve. Vous voyez, en ce moment, ils n'ont plus de terre pour cultiver. Donc, il faut trouver le juste milieu, contenter à la fois les communautés, mais aussi pour contenter l'État. Parce que ce que l'État fait, c'est pour tout le monde. Donc, voilà un peu les enjeux de notre projet. Et l'un des résultats majeurs qu'on a pu avoir, on va peut-être revenir dessus, c'est que le projet a commencé depuis 2021 et il y a beaucoup de choses à capitaliser. Nous avons travaillé sur la loi du Code de l'environnement et aujourd'hui, après 2 années de lobbying et de plaidoyer euh, assidu, on a pu obtenir la révision de cette loi pour prendre en compte les questions sexo-spécifiques, donc les questions des femmes, mais aussi les questions de genre, d'inclusion, des personnes en situation de handicap dans la lutte contre les changements climatiques. Ça a été fait, on l'a fait, on est en train de préparer le rapport de capitalisation. Comment est-ce qu'on a fait tout le procédé qui a permis d'aboutir à cette belle conclusion, à ce beau document. En plus de cela, aujourd'hui, nous travaillons aussi en ce qui concerne le littoral, donc nous travaillons sur un décret d'application d'une loi qui existe depuis 2017 pour protéger le littoral. Dans notre pays, depuis 2017, il y a une nouvelle loi pour faire en sorte que le littoral soit, donc, le long du rivage côtier soit protégé. Malheureusement, la loi est là, mais il n'y a pas de décret d'application de cette loi. Or, il est prévu un décret qui permet de mettre en place une agence qui va coordonner la gestion du littoral. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cette agence n'est pas encore créée. Et donc, c'est l'objet de notre plaidoyer en ce moment. Donc, voici les 2 grands plaidoyers que nous sommes en train de développer dans le cadre du projet Benkadi. Bien entendu, il y a d'autres petits plaidoyers qui ont été déjà acquis et on continue d'avancer. Voilà, présenter en détail les objectifs du projet Benkadi. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et aussi à tous ceux qui ont écouté l'autre épisode de ces podcasts avec nos collègues de ASENOG en Honduras et on espère de partager d'autres histoires avec vous bientôt. Merci beaucoup à tous et à toutes.